Mais au premier décollage de l'A380, les ingénieurs découvrent un problème majeur. La voilure est si grande qu'en se déformant, elle transmet au fuselage des vibrations insupportables. Les ingénieurs sont creusés la tête et ont trouvé un moyen de supprimer à la source la déformation de l'aile, ce qui fait que d'un avion qu'on pouvait qualifier de rugueux au départ, brut, en fait est devenu onctueux. La solution vient des ailerons, ces gouvernes situées à l'extrémité des ailes et qui permettent de modifier la trajectoire de vol. Tout avion en possède un à l'arrière de chaque aile. Et c'est là que réside l'idée novatrice des constructeurs. Sur l'A380, les ailerons sont si grands qu'on peut les découper en 3 parties indépendantes. Leurs mouvements simultanés vont permettre de supprimer les vibrations. On détecte qu'il y a de la turbulence, que l'avion va faire un mouvement, et immédiatement l'avion anticipe la réaction de l'avion. L'avion s'adapte de telle sorte que la souplesse du vol s'en trouve améliorée. Et finalement, les 3 ailerons fonctionnent avec un mouvement qui paraît un peu fada. Les premiers passagers nous ont dit l'avion est en panne, les ailerons sont fous. Non madame, non monsieur, c'est la valse des ailerons et c'est le nom qu'on a donné à cette fonction. En plus des ailerons, chaque aile est dotée de 3 volets et de 10 becs conçus spécialement pour l'A380. Leur rôle, permettre à l'avion de voler à basse vitesse lors des phases d'atterrissage et de décollage. Et c'est un enjeu majeur, pouvoir se poser sur toutes les principales pistes du monde. Plus l'avion a une capacité de voler à basse vitesse, d'accord, plus ses décollages seront courts et plus ses atterrissages seront courts. Et donc je peux opérer sur une piste plus courte. Grâce à ses ailes hors normes, l'A380 réalise un exploit, se poser sur une piste de seulement 3000 mètres de long. La performance est telle sur la 380 qu'on se pose sur une distance comparable à celle de la 320. L'A380 est pourtant 5 fois plus lourd. Ses performances ne s'arrêtent pas là. Malgré ses dimensions exceptionnelles, il peut se poser avec un fort vent de travers. Le pilote utilise alors une technique impressionnante, l'atterrissage en crabe. Il approche de profil et redresse l'appareil et ses 80 mètres d'envergure au moment de toucher le sol. On est allé jusqu'à 100 km/h vent de travers et le compte-rendu du pilote, c'était facile. C'est impressionnant. Et les gens étaient enthousiastes de voir le résultat du comportement d'un avion aussi grand opéré de manière aussi simple, malgré des conditions extérieures exceptionnelles. Reste pour le constructeur européen un défi de taille. Comment poser sur la piste un avion aussi lourd sans abîmer les infrastructures? Là encore, il a fallu tout inventer. Pour dessiner un train d'atterrissage inédit, on commence par construire à Saint-Nazaire une section de piste équipée de capteurs capables d'enregistrer les déformations de la chaussée. On a construit dans le même temps un petit simulateur qu'on appelait The Turtle en anglais, la tortue, qui avait un moteur diesel qui alimentait des moteurs hydrauliques au niveau des roues. Sur le dos de cette machine, on positionne des poids qui permettent de simuler l'impact de chaque train d'atterrissage du futur A380. La tortue rend alors son verdict. Pour répartir les 575 tonnes de l'appareil sur la piste, il faut 5 trains d'atterrissage, 22 roues au total, chacune capable de supporter près de 30 tonnes de charge et montée d'un pneu d'1,20 m de diamètre. Aujourd'hui, on peut dire que la 380 a des performances qui sont meilleures ou équivalentes à tous les avions qui existent. Mais un appareil aussi volumineux doit aussi pouvoir manœuvrer sur le tarmac sans sortir des pistes. Sur la plupart des avions, les roues arrière sont fixes. Seul le train avant est orientable pour permettre de tourner. Impossible avec cette configuration pour les normes A380 de se déplacer dans les aéroports. Alors, sous le fuselage, le train principal est composé de 4 jambes.
Les deux extérieurs comptent 4 roues fixes. Les intérieurs, 6 roues orientables. Ce sont elles qui réduisent considérablement le rayon de braquage en appuyant le mouvement imprimé par les roues avant. Vous voyez les voitures, quand voulez-vous garer? Il y a des voitures où c'est plus commode de se garer que d'autres. Eh ben, c'est la même chose pour un avion. La 380, eh ben, vous vous garez très facilement, comme une Fiat 500. Ces trains d'atterrissage sont conçus en France et réalisés à Montréal. Au total, l'A380, c'est 4 millions de pièces fournies par 1500 entreprises réparties dans 30 pays et assemblées dans toute l'Europe. Les ailes sont fabriquées au pays de Galles, l'arrière du fuselage en Allemagne, les moteurs viennent d'Angleterre, l'empannage d'Espagne, le caisson central de France. L'intérêt d'Airbus, c'est d'avoir permis aux différents pays de développer des savoir-faire uniques pour les faire champions du monde. On a le champion du monde des portes, on a le champion du monde des roues, on a le champion du monde des trains d'atterrissage, et finalement, chaque pays est en charge d'une partie dans laquelle il va devenir exceptionnel. C'est donc un gigantesque puzzle international dont les pièces sont disséminées à travers l'Europe. Se pose alors un véritable casse-tête logistique. Comment faire pour les acheminer à Toulouse, où elles doivent toutes être assemblées? Les morceaux à assembler étaient des morceaux absolument énormes. Les ailes sont trop grandes, trop longues, le fuselage est trop gros. On a imaginé plein de solutions, même ce qu'on appelle un piggy bag, un 340 sur lequel on pouvait mettre, comme la navette spatiale, une voilure de la 380 et l'amener du Royaume-Uni à Toulouse. La solution retenue n'est pas moins impressionnante. L'avionneur européen affrète un bateau depuis l'Allemagne. Via l'Angleterre, puis Saint-Nazaire, il gagne Pauillac, dans l'estuaire de la Gironde. Impossible d'aller plus loin. Il faut charger les éléments sur une barge, suffisamment plate pour pouvoir passer sous le pont de pierre de Bordeaux. Le voyage se termine ensuite par la route, de nuit, car ces convois exceptionnels nécessitent d'interrompre la circulation. Mais une fois à Toulouse, berceau de l'avionneur européen, nouveau problème. Tout est trop petit. L'A380 nécessite de changer complètement d'échelle. Il faut construire en un temps record un hall d'assemblage aux proportions inédites, l'équivalent de 19 terrains de football. Cette usine fait grosso modo 500 mètres par 250 mètres. Elle est très haute, avec une technique d'assemblage qui s'est faite en quelques mois unique, puisque les toits étaient fabriqués au sol. Le procédé est spectaculaire. Le plus grand toit du monde est entièrement assemblé au sol. Charpente, bardage, isolation, la toiture complète avec tous ses équipements, chauffage, ventilation, éclairage. Puis, l'ensemble est tissé à la vitesse de 2,5 mètres par heure pour culminer à 46 mètres de hauteur. Au total, il n'aura fallu que 3 ans de travaux pour que sous ces 32 000 tonnes d'acier, l'équivalent de 4 tours Eiffel, puissent être produits chaque mois 4 A380. Alors on pourrait dire qu'il y a un avant et un après A380 dans l'aéronautique civile, parce que c'est le seul très gros porteur du XXIe siècle. Il n'y en a pas d'autres et a priori, il n'y en a pas d'autres en vue. Et pourtant, à peine 12 ans après son entrée en service, la production de l'A380 est arrêtée. 254 exemplaires seulement ont été fabriqués, livrés avec près de 2 ans de retard, frappés par la crise financière, jugé trop coûteux et trop gros, le plus populaire des avions de ligne est un échec commercial. Mais c'est aussi un véritable bond technologique qui permet à Airbus d'innover toujours plus avec son prochain avion.